Laetitia Copin, bonjour. Bonjour. Yanis Accouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux candidats sur la première circonscription de la Loire. Avant de vous parler de cette campagne, de vous parler de votre programme, je voulais savoir pourquoi vous vous étiez engagé en politique. Alors, vous me demandez de remonter à loin. Mon engagement en politique, ça date de plus de 15 ans. Je me suis engagée pour être une militante chez les Verts, une militante écologique, une militante citoyenne et une militante sociale. Alors, pour vous donner quelques exemples, je me suis engagée chez Greenpeace, je me suis engagée à France Nature Environnement, j'ai collaboré à l'écriture d'un livre sur les oiseaux avec la LPO. Donc voilà, mon engagement politique, il est très très ancien. J'étais dans la liste des municipales pour Europe Écologie Les Verts aux dernières élections à Saint-Étienne. Loin au milieu de la liste, mais tout ça c'est un engagement. Donc ça fait de nombreuses campagnes que je fais. Et pour cette fois, grâce à l'élan de l'Union populaire et aux conditions qui disent bien qu'on ne doit pas cumuler des mandats, je suis la candidate numéro 1. Donc après avoir porté les DAMI dans plusieurs élections, au municipal ou au cantonal ou au régional, et bien maintenant ce sont les amis qui me portent. Et les amis, là, pour cette élection, c'est la France Insoumise, c'est ELV évidemment, et le PS et le PC. Même question pour Yanis, votre engagement politique, Mon il est dû à engagement quoi? politique, il est dû, ça fait plus de 10 ans que je suis engagé en politique et dans les associations. Je suis membre d'un conseil d'administration pour mon ancien employeur, une maison de quartier. J'ai toujours milité, moi, pour les quartiers populaires, j'ai toujours milité pour cette jeunesse. Et en fait, vu que je suis aussi étudiant infirmier et que les week-ends je travaille pour financer mes études dans une résidence senior, je m'en suis rendu compte au fil des années qu'il y a de nombreuses inégalités. Et que pour moi, la jeunesse, elle doit s'imposer et être représentée en politique. C'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer encore plus aujourd'hui et de défendre cette jeunesse, ces étudiants, ces retraités, ces aînés. Parce que vous savez que quand on est soignant, on voit tout type de public. Et on s'en rend compte honnêtement, que ce soit dans nos quartiers populaires ou dans nos campagnes, qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas écoutées. Et aujourd'hui, je veux aussi montrer qu'on peut changer la politique et que la jeunesse, elle doit s'impliquer, car elle est l'avenir de ce pays. Comment s'est formé le ticket? Alors, on peut parler de ticket. Ouais, ticket gagnant si vous voulez, tiercé ce que vous voulez. Tiercé, il faudrait être 3 et vous n'avez que 2. C'est vrai, mais oh là là, il y en a tellement derrière nous, si vous saviez, ça les directeurs pousse, de campagne, les mandataires, tous les gens qui militent, les chargés de campagne, il y a du monde derrière nous. Donc on est au moins sur un quintet. Mais en tout cas, nous deux, c'est d'abord tout simplement des compétences. Parce qu'avant de rencontrer des gens, on rencontre des compétences, on dit voilà, et ben, on va monter une liste de ma part aussi, est-ce que je suis compétente pour faire ça? Est-ce que j'y connais quelque chose aux lois? Est-ce que j'ai fait déjà des choses suffisamment proches d'être députée? Donc ça, premièrement pour moi. Et ensuite, est-ce que Yanis aussi? Est-ce qu'il a fait suffisamment de politique? Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'être un suppléant? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Et ensuite se rencontrer. Donc il y avait beaucoup d'autres possibilités, mais là je suis super contente moi en tout cas d'être avec Yanis parce que on est complémentaires. Je suis une fille, un garçon, ça se voit. Je suis enseignante. J'ai pas pris mes lunettes, donc je me doute que c'est une fille, un garçon. Et il est infirmier, donc on est sur des domaines, on travaille tous les deux, mais moi j'ai déjà 50 ans, lui il est plus jeune, je lui laisse dire son âge, mais il est plus jeune que moi. Donc voilà, on a beaucoup de choses à s'apporter et on a déjà beaucoup de choses en commun. Parce que déjà, l'union, vous voyez, c'est difficile quand même. Il faut bien le dire. Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Oui. Comment ça s'est passé pour les désignations et également pour former ce ticket? Est-ce qu'il fallait respecter, j'ai envie de vous dire, un cahier des charges ou alors c'était par affinité? Alors, au niveau national, les circonscriptions ont été travaillées, j'allais dire, là-haut, entre les responsables de partis. Entre Roussel, Faure, Jadot, plutôt Julien Bayou et la France Insoumise, avec Manu Bompard, ils ont travaillé une carte de la France des circonscriptions en fonction des résultats avant. Donc ça nous a échappé complètement. Nous, on est à Saint-Étienne, on n'est pas à Paris, et on a vu petit à petit les choses se dessiner.
C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que j'étais sur la deuxième circonscription au début, parce qu'on se présentait, et puis finalement, le niveau national a dit, sur la deuxième circonscription, vu les résultats de la France Insoumise, ce sera quelqu'un de la France Insoumise. Donc moi, je me suis retirée, je me suis dit, cette campagne-là, elle n'est pas pour moi, aucun souci. J'allais y revenir plus tard, mais... Oui, mais c'est d'emblée, il faut le dire tout de suite, parce que après, du coup, la circonscription a été donnée à ELV. Peut-être dans la continuité de GS avec l'ancien député avant. En tout cas, du coup, c'était à nouveau quelqu'un de... Vous ne voulez pas faire cuisine politique et ça fait quand même cuisine politique. Ah non, pas du tout, parce ça que s'appelle une union. Vous partez sur la deuxième, donc vous avez un projet pour la deuxième. Non, pas du tout. Et puis après, vous partez sur la première, vous avez le même projet pour la première. Pas du tout, ça s'appelle une union si vous voulez. C'est comme quand deux personnes se marient. Vous êtes vous vous mariez avec qui vous voulez, une personne, et là, vous refaites un projet à deux. Vous dites pas, je viens toute seule et l'autre vient tout seul aussi. Et du coup, cette union, ça s'est travaillé dans, qu'est-ce qui est possible. Donc, c'est pas je pars à droite et je pars à gauche, pas du tout. En l'occurrence, vous, c'est plutôt à gauche. Alors, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est la première chose. Du coup, c'est la première circonscription dans laquelle on part pour représenter NUPS. Ça ne veut pas dire autre chose. On représente cette union. Ensuite, votre question, c'était, j'ai oublié une partie. Par rapport à notre ticket gagnant. Voilà, la oui. formation du ticket, est-ce qu'il faut un homme, une femme, est-ce qu'il faut... Ce n'est pas obligatoire. La parité n'est pas obligatoire. Mais c'est quand même un peu la moindre des choses en 2022, non? C'est juste une question que je pose. Ouais, pour moi, c'est juste une évidence, en fait, c'est ça, quoi. Donc, le projet que vous aviez sur la deuxième, c'est le même sur la première? Ah ben non, puisque c'était avec l'Union. Là, on part avec l'Union, d'accord? À la base, vous aviez un vrai projet écologique, et là, vous avez un projet qui est plus large, j'allais dire. Exactement. J'ai bien compris. Exactement. Donc, on va aborder thème après thème. Je crois que la première des choses, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Comment vous allez agir en tant que futur député pour redonner du pouvoir d'achat aux Stéphanois de la première circonscription? Vous avez des pistes? Oui. Alors, d'abord, juste pour être sûr... Je voudrais juste revenir, oui. Vous avez demandé par rapport à notre ticket gagnant. Donc, je peux répondre aussi pourquoi... J'ai pas dit gagnant, moi, j'ai dit ticket. Gagnant, c'est vous. On va encore me classer à gauche, alors que je vais Vous savez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, je m'appelle Yanis. Voilà, je suis habitant des quartiers populaires de Moreno. Donc, moi aujourd'hui, si j'ai voulu être avec Laetitia Copin, c'est pour cette union. Parce qu'on a pu voir le résultat de Jean-Luc Mélenchon dans tous nos quartiers populaires de France. Elle a été très très élevée. Donc aujourd'hui, c'était la place des jeunes des quartiers populaires de faire écouter et comprendre ce résultat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je suis avec Laetitia Copin. J'en suis très fier. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'affiche, on peut voir que la politique, elle change. Enfin, des jeunes issus des quartiers populaires. Je ne sais pas si c'est un argument qui est valable, puisque dans la première circonscription, vous avez un adversaire qui est jeune, même deux adversaires qui sont très jeunes aussi. D'accord, effectivement, oui. Donc la jeunesse, elle est dans tous les camps. On en a même 4. On n'en a pas que 2. Il y en a 4. Il y a beaucoup de jeunes sur les listes. Oui, donc il y a beaucoup de candidats jeunes. Et quels jeunes des quartiers populaires? Je mais renvoie la question. Moi, je vous parle de jeunesse, je ne vous parle pas de quartier populaire, ou de quartier riche, ou de quartier pauvre, ou de quartier... Normalement, dans la République, tout le monde est égal. C'est ce qu'on essaie de se battre pour faire comprendre. C'est pour ça que je suis sur cette affiche et je suis avec Laetitia Copin, que tout le monde est égal. On revient au pouvoir d'achat? Oui, bien sûr, on revient au pouvoir d'achat. Juste une petite chose, il y a quelque chose d'important quand même, ça n'est pas une élection locale seulement. C'est-à-dire, on vote ici, voilà, c'est un double enjeu. Mais du coup, ce qui nous importe, nous, c'est, j'allais dire, le trait d'union, pour rester encore sur le mot union. C'est-à-dire que c'est un trait d'union entre le local et le national. On ne va pas apporter des subventions aux gens sur le terrain pour pouvoir être élus. On ne va pas gagner des subventions pour les gens. On va changer les lois qui vont changer la vie des gens. D'accord? Donc, on est un trait d'union entre le local et le national. Mais mon travail à l'Assemblée, ce sera un boulot dans un bureau, à travailler des lois, à en proposer, par exemple le SMIC à 1500, donc à travailler évidemment avec, si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre par exemple, à travailler avec le Premier ministre, à travailler avec le ministère des Finances, pour savoir comment on fait. Alors bien sûr, il y a déjà des pistes pour le financer, d'accord? Par exemple, très clair, très facile, tous les gens qui héritent de plus de 12 millions d'euros, l'État prendra une grosse part. On parle de 12 millions d'euros. Sachant que l'héritage moyen est autour de 250 000 euros. Donc, il y a des financements possibles, ça c'est certain, mais nous, ce qu'on va faire, c'est écrire des lois
en enlever aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je suis sûre qu'il y a certaines lois qui sont tellement compliquées qu'il faut se payer des avocats pour essayer de s'en sortir. Donc il faut aussi faire une réforme sur les lois, sur les tirés là, vous voyez les petits tirés des lois. Il faut en enlever un certain nombre, histoire que tout le monde puisse les comprendre. Et pas seulement les personnes qui sont habilitées à, vous voyez? Le sujet majeur aujourd'hui, c'est l'essence. Vous faites quoi pour l'essence? Alors, blocage des prix, tout de suite. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que, en fait, plus le prix monte, plus la TVA monte. D'accord? La TVA, c'est la petite part de l'État. On est d'accord? Non, mais c'est important de le dire. On va dire, pour être plus simple, les taxes. Voilà, les taxes. Mais les taxes, quand elles ne sont pas proportionnelles, c'est pas la même chose que quand elles sont proportionnelles. Quand la TVA est proportionnelle aux 2 euros, ça monte encore plus. Non, mais c'est d'accord? Donc l'État prend tellement d'argent et nous, on ne le retrouve pas. Quelqu'un qui vient de Europe Écologie, on avait surtout parlé de moyens différents de se véhiculer. Non, ça c'est un faux débat. On a tous besoin d'essence aujourd'hui, même si moi j'essaye de rouler à vélo. Non, mais je veux dire, on en a tous besoin. Il y a l'essence, vous avez raison, vous avez parlé de vélo, mais il y a aussi peut-être des choses à développer parce qu'on sait bien que l'essence, il ne va pas y en avoir pendant 50 ans encore. Tout à fait. Donc il faut trouver des solutions aussi. Bien sûr, on peut développer plein de choses. Alors on essaye d'aller à vélo, de covoiturer. Nous on fait la campagne un peu dans sa voiture, d'accord? On prend le tram, tout ça c'est possible. Même, j'allais vous dire, même les voitures électriques qui sont quand même. On débat, hein, parce qu'elles utilisent des matériaux rares. Mais tout est bon pour essayer quelque chose. J'ai lu que les batteries étaient fabriquées en Chine avec de l'essence, donc il y a quelque chose qui m'a échappé là aussi. Exactement. Pour moi, ce sont des tentatives d'essayer de faire mieux. C'est pas le résultat. C'est ce qu'on appelle la transition, hein. C'est-à-dire qu'on veut aller quelque part. À la fin, on veut qu'il y ait 0 émission quand on se déplace. Mais d'ici là, on fait ce qu'on peut et on cherche. À Saint-Étienne, on a l'école des mines. On a des gens qui cherchent, on a les télécoms, on a des gens qui cherchent, il y a des chercheurs, il y a des entreprises aussi. Donc voilà, ça va pas être parfait demain, mais l'horizon c'est ça. Donc si tout le monde cherche, il n'y a plus qu'à trouver. Exactement. Il n'y a plus qu'à trouver et il n'y a plus qu'à pour nous mettre les lois en face. Hein, on va donner un exemple très clair. La rénovation des bâtiments. On veut tous rénover nos bâtiments. Pour l'instant, la seule chose qu'on est incapable de faire, c'est pour les revenus moyens. Par exemple, s'ils changent de fenêtre, ils vont avoir une petite aide fiscale, ils vont pouvoir défiscaliser les fenêtres qui sont double vitrage, etc. etc. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça, c'est le gouvernement Macron. Là, il faut qu'on passe à une rénovation vraiment financée. Au lieu de parler de rénovation, est-ce qu'on peut pas aussi... moi, j'ai l'impression que quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu des plans de relance où on a beaucoup construit des autoroutes, des ponts, des immeubles. Au lieu de rénover du vieux, on ne peut pas construire des choses neuves qui sont adaptées à 2022 et à 2050 et non pas rénover des bâtiments qui ont 100 ans et qui de toute façon, l'air elle passera quand même à travers les murs et à travers les fenêtres et à travers je ne sais pas quoi. En fait, il y a deux choses. À la fois, vous avez raison, mais à la fois, on ne pourra plus artificialiser à partir de l'année prochaine. On ne pourra plus empiéter sur la nature comme on a fait. Surtout dans les communes comme Saint-Genès, Roche-la-Molière, la nouvelle loi va réduire de façon drastique la possibilité d'empiéter sur la nature. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de vivre. Ça ne peut plus être le pavillon avec un empiètement autour, ça doit être des nouvelles choses. Donc on fait à la fois qu'on rénove, qu'on transforme les manières de vivre. Peut-être un petit immeuble avec 5-6 appartements, hein, pas trop pour pouvoir bien vivre ensemble, et un jardin commun, par exemple. Mais il faut aussi construire des choses nouvelles, complètement en bois, passif. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Simplement, faut aider, comme vous avez dit, la transition, il faut aider les gens. Si vous avez déjà essayé de remplir un dossier de subvention. J'en ai rempli pour des demandes d'associations et c'est très difficile. Et j'ai vu que, je vais vous dire la vérité, la poubelle les a réceptionnés tout de suite. C'était trop compliqué. Exactement. Donc ce qu'on dit avec Yanis, c'est exactement ça. Il faut des endroits où on peut faire ces demandes, où des gens vont nous aider à les remplir. Parce qu'en plus, quand vous êtes dans une asso, si vous l'avez fait, vous étiez bénévole. Ça veut dire que votre temps, il n'est pas extensible. Et là, on vous demande de la paperasse et on n'y comprend plus rien. C'est pour ça que je parle de simplification aussi. Justement, là, vous venez sur un thème, on va parler beaucoup de choses à la fois, mais moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites aussi pour tous ces services publics qui disparaissent? Quand on voit que maintenant, il n'y a plus rien à la préfecture, qu'on ne peut même plus faire une carte grise, qu'il faut être un spécialiste d'Internet pour faire une carte grise. À mon âge, j'avoue que j'y arrive encore un peu, mais il y a des gens de 70 ans, ils ne comprennent rien, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recrée des bureaux, on fait quoi pour les aider, ces gens-là?
Parce que ça, c'est du concret. On a parlé des jeunes, mais moi, je parle aussi des vieux, mais parce que je me classe plus dans les vieux maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait justement pour aider tous ces gens-là qui sont, il faut le dire, ils ne sont pas adaptés à Internet, quoi. Exactement, parce que moi, en plus, comme vous l'avez dit, je travaille dans une résidence senior. Donc, vous savez, en tant que gouvernant, toute la journée de 7h à 19h, on a beaucoup de demandes. Vous savez que dans la résidence où je travaille, plus de 60 résidents ne peuvent pas aller voter. Ils ne peuvent pas aller voter, parce que tout simplement, vous savez, avant d'habiter dans une résidence, ils habitaient tous dans des maisons, ils n'ont jamais su comment faire leur changement d'adresse par rapport au vote. Avant-hier, j'ai accompagné une personne âgée pour faire une procuration. Quand on est rentré dans le commissariat, on nous a dit non, il faut tout faire sur Internet, alors qu'on pouvait le faire quand même en papier. Donc là aussi, il y a un sujet. Les services publics sont très très importants. Que ce soit dans nos campagnes, dans nos quartiers populaires, de partout, même en ville. Comment vous allez y remédier justement? Quelles solutions? Moi, j'aimerais entendre des solutions, des pistes au moins. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, écoutez, hier, on a rencontré le pacte du pouvoir de vivre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est 80 associations et partis qui se sont posées la même question que celle que vous nous posez là. Et donc, il y a déjà des pistes, il y a déjà des gens qui travaillent dessus. Arrêtez de vendre le service public. Déjà, arrêtez. D'accord? Parce que tout ce qui est, comme vous avez dit, la carte grise, maintenant, il faut payer 25 €, quelqu'un qui le fait, ça n'est plus l'État qui le fait. Donc déjà, arrêtez, embauchez à nouveau des fonctionnaires, embauchez dans les commissariats aussi des gens pour prendre les procurations, embauchez partout au plus près des gens. Et pas faire des maisons France Service, parce que ça, c'est juste, en fait, le minimum du service public. C'est-à-dire, on en met un petit peu en campagne et en quartier, et puis tous les autres, ils se débrouillent et ils payent. Mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est pas parce que vous avez un revenu moyen que vous allez payer pour votre carte grise, pour la carte de séjour, pour, bon, vous l'avez dit, hein, pour tout. Donc, la fonction publique, elle est importante. On reprend le pouvoir sur la fonction publique et on ne privatise pas. On va dérouler un peu votre programme. Il y a le blocage des prix également. Comment on fait pour bloquer les prix? Parce que dans une société où il y a de moins en moins de règles, comment on impose aux gens de bloquer les prix? Ça, c'est une fois qu'on sera à l'Assemblée, on va se réunir et on va voir comment on fait avec, comme je vous ai dit, le ministère, les ministères en question. Mais il y a des choses qui sont très simples. Vous savez, c'est déjà plus ou moins fait. Les loyers encadrés, ça existe. Donc le blocage des prix, c'est pas révolutionnaire, ça se fait. D'accord? Simplement, il faut le faire sur les produits de première nécessité en urgence. En urgence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, encore ce matin, hein, une dame qui disait « je mange plus que des coquillettes ». Elle est passée à notre local à ce moment de la matinée, il était 10 h, et elle nous dit « je mange plus que des coquillettes ». Ça n'est pas acceptable pour la santé de la personne et pour tout le reste. Donc on bloque d'abord les produits de première nécessité. Il y a déjà eu des ententes avec même la grande distribution, hein. On sait le faire, ça. C'est juste que là, il faut se rendre compte de l'urgence. Il faut sortir des bureaux de Paris, il faut sortir des gens qui gagnent des 1000 et des 100 et qui cumulent pour retourner sur le terrain et voir que ça n'est pas possible aujourd'hui. Donc on bloque. Et puis après, bien sûr, on est dans une société, comme vous l'avez dit, où les prix sont libres. Après, eh bien, c'est la concurrence qui joue. Du coup, on se rattache à la question suivante, c'est l'agriculture, comment on développe l'agriculture. Et moi, j'ai envie de vous dire comment on accentue les circuits courts. Voilà. J'allais dire les courts-circuits, c'est le contraire, c'est les circuits courts. Ouais. Alors ça, on a été rencontrer des associations pour le plan alimentaire territorial, ils ont des idées. Encore une fois, hein, les associations sur le terrain, elles bossent et elles font remonter des choses. Donc on sait comment on pourrait faire, mais simplement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, combien de pourcentage de ce qu'on mange vient d'un rayon de moins de 50-60 km. C'est très très peu, c'est moins de 10%. Donc ça, alors qu'on est dans la Loire et que juste à côté, il y a des fermes. C'est tout le paradoxe. Vous avez souvent dit le mot populaire. Les gens des quartiers populaires vont chez Aldi, chez Lidl, et en fait, ils achètent des produits qui viennent de République tchèque, qui viennent d'Allemagne et qui viennent de Pologne, alors qu'on a des agriculteurs dans la région qui ne vendent pas leurs produits, quoi. Alors oui et non, hein, parce qu'il y a aussi des AMAP dans les quartiers populaires. Hein. Ouais. Il y a aussi des paniers. Oui, donc on a un peu cette représentation, le bio c'est les riches. Non, des paysans qui venaient quand même, qui viennent toujours vendre leur lait. Vous savez, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez joué au foot à Moreno. Donc, je pense que Monsieur Bory... Contre Moreno. Contre Moreno. Ah, contre, je comprends mieux. Vous savez, on a toujours notre Monsieur Bory qui vient nous vendre son lait tous les samedis et il fait un carton. Et ça, dans tous les quartiers populaires, que ce soit stéphanois, hein, on peut vous le dire. Il y a encore des paysans. Il y a encore des paysans qui viennent même vendre leurs œufs. Donc c'est ça que vous voulez pousser. Exactement.
C'est travailler avec les paysans et les agriculteurs, ensemble. On est d'accord. Ensuite, on a un thème qui est aussi très important. Justement, encore une fois, vous avez parlé de jeunesse, on va parler d'éducation. Qu'est-ce qui va changer pour nos élèves de la circonscription si vous êtes élu député? Oh là là, tellement de choses. Bah oui, vous êtes dans l'enseignement, donc je vous laisse, je reviens dans 1 heure. C'est ça. Vous pouvez même revenir dans 5 ans, on aura peut-être un peu avancé les lois. Non, mais trêve de plaisanterie, l'éducation, et c'est un peu comme les services publics, hein, c'est de moins en moins attractif parce que les salaires sont bloqués depuis des dizaines d'années, hein, ça fait 12 ans exactement, parce que les études sont de plus en plus longues. On est à 4 ou 5 ans maintenant pour arriver à être enseignant, alors que il n'y a pas si longtemps, à la sortie du bac, on prenait les gens, on les formait, donc on les payait déjà, hein, ce qui est bien pour les étudiants, on les paye et on les forme en même temps. Et on les forme à leur vrai travail, c'est-à-dire à être devant une classe, pas être un spécialiste de, je sais pas moi, hein, un écrivain ou un mathématicien selon les matières. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation. On a été pendant 5 ans avec un ministre qui a fait l'inverse de tout ce que les enseignants ont demandé, de ce que la plupart des parents ont demandé. D'ailleurs, il s'en est un peu rendu compte parce que vous avez vu, il remet les maths. Il a enlevé les maths au lycée en disant c'est pas important. Finalement, juste avant de partir, il remet les maths. Hein, donc il y a plein de choses à faire en éducation. J'ai l'impression qu'il y a quand même un problème avec l'éducation nationale parce que ça fait au moins 40 ans que j'entends des gens râler. Donc il n'y a pas de solution ou alors c'est vraiment que c'est un mammouth et qu'on ne peut pas faire bouger les choses? Si, il y a des solutions. Il y a des choses qui ont été faites qui sont, on va dire, dans le bon sens. D'accord ? On n'est pas du tout d'accord avec tout, mais je peux vous prendre un exemple. Qu'est-ce qui est dans le bon sens pour nous? C'est par exemple l'apprentissage. Il y a eu des choses très bonnes sur l'apprentissage, c'est-à-dire les enfants apprennent en même temps le métier et en même temps les savoirs de base. Ça, c'est très bien. C'est une bonne direction. La question, c'est comment on les finance vraiment. Parce que là, ce qui est fait, les patrons peuvent vous le dire aujourd'hui, hein, les jeunes apprentis, ils ont 17, 18 ans, ils n'ont pas encore le permis. Donc, on ne peut pas recruter dans les endroits où il n'y a pas des transports en commun. Les jeunes, ils ne peuvent pas venir. Donc, si on met en place l'apprentissage, on met aussi en place des accompagnements au permis, des locations de scooters pour ceux qui n'ont pas encore le permis. Le logement, la même chose. Quand vous êtes apprenti, ça veut dire que vous êtes comme un salarié lambda. Vous devez parfois travailler à 50, 30, 20 km de chez vous. Il n'y a rien qui est fait pour qu'ils puissent se loger ailleurs. Il n'y a pas d'aide aujourd'hui, à part les APL, les allocations logement classiques, il n'y a pas d'aide pour les booster. Donc il y a plein de gens, plein de jeunes qui ont renoncé. Regardez le pourcentage d'abandon de l'apprentissage. Il y a plein de jeunes qui ont renoncé parce qu'on a fait une bonne idée et puis on a tout lâché. On a tout lâché. On n'a pas accompagné, on n'a pas contrôlé, parce qu'il y a aussi des abus, mais on n'a pas aidé les patrons à trouver les bonnes personnes. Et du coup, aujourd'hui, oui, il faut reprendre la main. Il faut faire un vrai apprentissage, par exemple. J'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. On parle beaucoup, hein, le SMIC, plein de choses, les enseignants augmentés. Quand on augmente les gens, généralement, on augmente les loyers. Et donc, on se retrouve avec finalement aucune augmentation. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à mon sens, faire la démarche inverse? C'est qu'au lieu d'augmenter les gens, on diminue ce qu'ils doivent payer tous les mois, les charges. Je vais vous prendre un exemple. On a supprimé la taxe d'habitation. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait en échange? Tout le monde est en train de recevoir une taxe foncière qui grimpe pour compenser. Ouais. Donc, on va augmenter les gens de 50 € et les propriétaires vont dire c'est super, ils ont plus d'argent et j'augmente mes loyers. Donc, on s'en sort jamais. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, moi je pense, de faire le chemin avec? Parce que quand on a été dans l'entreprise, on se rend compte souvent qu'on est tributaire, non pas de la France, mais on est maintenant tributaire du monde. Et souvent, on n'arrive pas à vendre nos produits parce qu'ils sont trop chers. On est en concurrence avec d'autres pays. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter d'être trop cher et diminuer nos charges? Alors, c'est pas tout à fait vrai à l'heure actuelle. Non, mais j'ai pas dit que c'était la vérité. Non, c'est mon sens de l'histoire. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est vrai. Aujourd'hui, on est très concurrentiel au niveau international parce qu'on a beaucoup baissé en fait en France en termes de charges, en termes de salaire, on a beaucoup baissé. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit avant. Je ne sais pas si en baissant l'un, ça baissera l'autre exactement. C'est une question, c'est pas une réponse, hein, c'est une question. Voilà, c'est ça. En tout cas, si on augmente les salaires, nous, ce qu'on veut, la première chose, c'est qu'on arrête l'extrême pauvreté. Les 8 millions de personnes qui sont extrêmement pauvres, ça, c'est une urgence.
Ensuite, il y a quelque chose que vous dites qui est très intéressant et moi qui me perturbe depuis longtemps. Les aides au logement, en réalité, elles n'aident pas les personnes qui sont pas très riches. Elles passent directement aux propriétaires. Donc en fait, on dit que les pauvres sont aidés assez souvent. Parfois même, il y a des gens qui disent assistés. En réalité, si vous prenez un loyer de 600 €, si le foyer qui habite dans ce logement à 600 € reçoit 300 € d'aide au logement, elle ne garde pas, hein. Elle les renvoie tout de suite au propriétaire. Donc aujourd'hui, le système, il enrichit, de toute façon, ça va pas dans les votre poche. propriétaires. Ça passe même parfois directement. La CAF vous propose, est-ce que vous voulez avoir directement l'argent? Donc c'est certain que si on appelle ces aides autrement, parce que c'est des aides aux propriétaires en réalité, et que du coup les propriétaires sont obligés de baisser un peu leur loyer, nous ça nous va très bien, hein. Et que ça reste dans la poche des gens qui, eux, gagnent 1000, 1300, voire 800 € comme la dame qu'on a croisée ce matin. Comme on l'a dit, on pourrait faire plusieurs heures, mais on va réduire un peu. On a parlé de beaucoup de choses déjà, mais il y a aussi un sujet, pardon, qui est très important, c'est les hôpitaux. On n'arrête pas d'entendre parler des hôpitaux, vous êtes concernés, les urgences vont être fermées, on ferme des services. Moi, j'avais la sensation aussi qu'avec le Covid, on allait tous redevenir sérieux et ouvrir des lits d'hôpitaux. Finalement, c'est pas le cas. Donc là aussi, qu'est-ce que la députée Laetitia Copin va faire dans les semaines qui viennent, si elle est élue députée, au niveau de tout ce qui est médicaux, puisqu'il y a également le problème des médecins dans les campagnes, les médecins dans les villes, où il faut maintenant faire des centaines de kilomètres pour trouver un médecin. Concrètement, quelle solution vous allez amener aux gens de cette première circonscription de la Loire? Il y a plusieurs solutions. Je vais laisser Yanis parler d'abord et puis après je vais vous donner quelques pistes. Tu veux faire peut-être le tableau? Déjà, par rapport aux soignants. Moi, je suis étudiant infirmier, mais j'étais brancardier pendant 5 ans. Oui, il y a un très très gros problème avec les soignants dans sa globalité, hein. Il n'y a pas que les soignants, les ASH, tout le monde, tous ceux qui concernent l'hôpital. On peut voir qu'avec le programme en commun, on veut une augmentation de 240 000 soignants dans les EHPAD et 100 000 soignants dans les hôpitaux publics. Vous avez pu voir que dans notre circo, on a quand même des grèves qui ont été lancées. On a 2 grèves qui ont été lancées par Orpea. Voilà, donc il faut soutenir les soignants. Dans tous les cas, les soignants, il faut les soutenir à 100%. Voilà, à 100%. Les soignants, c'est la base. C'est la base. On a très très bien vu ce qui s'est passé avec la crise du Covid. On a très très bien vu comment le pays a été malmené. J'ai été soignant. Le combat, on l'a fait, on l'a mené, mais c'est pas assez. Il faut rajouter pour nos soignants. J'en suis convaincu. Parce que la charge de travail, la rémunération, il y en a beaucoup qui nous ont dit oui, mais il y a eu une augmentation de 200 €. C'est pas assez pour un soignant. C'est pas assez. Voilà. Faut se mettre à la place. Et même pour nous les étudiants, que ce soit les étudiants infirmiers. C'est pour ça que quand je reviens sur le revenu pour les étudiants, c'est très très important. Parce que quand on est en stage infirmier aide-soignant et qu'on est envoyé dans un stage à plus de 30 km, il faut payer l'essence, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc il faut un revenu pour ces jeunes. On ne peut pas étudier et travailler le week-end. Là, on devrait réviser, travailler dans un autre établissement pour pouvoir vivre. Donc après, on va rentrer dans les détails, mais moi, je soutiens à 100% les soignants et je pense qu'il faut faire énormément de choses pour eux. Et l'avenir en commun le dit et le fait, et le fera. Surtout. Alors du coup, concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit par des lois ou des décrets, parce qu'il y a des choses qui sont déjà dans la législation, mais qui peuvent être appliquées enfin. On a parlé beaucoup, par exemple, des médecins. Les études de médecine sont financées par l'État. D'accord? En Angleterre, par exemple, les médecins, ils doivent quelque chose à l'État. À l'heure d'aujourd'hui, les médecins, ils font 9 ans, 11 ans, 15 ans d'études, tout est financé. Donc on doit leur demander en échange d'aller dans des territoires où, a priori, ils n'auraient pas envie d'aller. Hein, mais c'est pas l'enfer, hein, c'est des super endroits. Je veux dire, venir ici à Saint-Étienne où on en manque, ils découvriront et ils seront contents. Donc ça, c'est des choses très claires, il y a déjà des mesures, il suffit juste de les appliquer. Et je pense qu'il faut contrôler un peu plus. Hein, il y a des choses qu'il faut contrôler, c'est pas la peine de rajouter des choses et des choses et des choses, il faut juste les faire appliquer, pas faire juste des effets d'annonce de loi. D'accord. Ensuite, sur le recrutement global et sur, comment je dirais, la reconnaissance du métier du lien, ça, c'est très simple. Il faut arrêter de dénigrer, comme on a fait depuis 20 ans, tous les métiers dans lesquels on se dévoue à l'autre. C'est quelque chose, il faut une rupture nette et franche. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ou 30 ans, quand vos parents peut-être étaient instituteurs, où on avait un énorme respect pour les gens qui faisaient ce métier.
Aujourd'hui, les instituts ont dit « Oh là là, les pauvres !» Ben non, 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 c'est un super métier, c'est magnifique. Et on leur confie nos enfants 8 heures par jour. Donc, redonner, alors ça passe par l'argent, mais pas seulement, hein. Ça passe aussi par la reconnaissance dans les médias, dans les séries, à la télé. Il y a plein de choses à faire pour dire que les gens qui se dévouent aux autres, ils sont plus importants que ceux qui se dévouent au CAC 40 ou que ceux qui vont faire trader. Mais vous savez, c'est très important de dire ça parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait des grandes études, prenons quelqu'un qui fait un bac plus 9, 10, qui fait une thèse, qui fait des grandes écoles, des grands concours, cette même personne, si elle travaille dans un domaine, par exemple, rénovation des bâtiments, rénovation énergétique, elle va bien gagner sa vie, elle va gagner 2 000, 3 000 euros. Avec les mêmes études, si cette personne, elle décide de travailler dans une banque, pour pas citer le parcours de M. Macron, ou dans un cabinet de conseil, d'accord? Cette personne-là, elle peut gagner 7, 8 000, 10 000 euros. Et c'est la même personne et ce sont les mêmes études. Simplement, d'un côté, ce n'est pas considéré, parce qu'il a travaillé dans du social, dans du lien, et de l'autre côté, la société valorise. J'ai plein d'exemples à vous donner autour de nous, à Saint-Étienne, de gens qui sortent de grandes écoles d'ici, que ce soit Sciences Po, l'école des mines, il y en a plein. Quand ils décident de faire quelque chose de bien pour la société, c'est moins bien payé. C'est quoi le problème là? Là, ça se résout tout de suite. C'est un peu ce que vous appelez les premiers de cordée? Bon, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez vu Agrotech, les jeunes, ils ont dit stop, stop, on sort des grandes écoles, mais on ne contribue plus à ce monde-là. Nous, on est le changement, on est cette rupture. Et donc, ce sera facile de remettre au goût du jour les instituteurs, le respect qui va avec, hein. Parce que c'est très important, hein, quand on tient une classe, je pense à mes collègues là en parlant, quand on a une classe à 35, 36 élèves, ben c'est pas le même respect qu'on a des enfants et des parents. Quand on gagne plus rien, aujourd'hui un enseignant, il sort de bac plus 5 et il est embauché à 1 400 euros. Comme les soignants, hein, comme les infirmiers, c'est la même chose. C'est juste une honte. Dernière question globale, pour la retraite à 60 ans, beaucoup disent qu'il faut la financer. Comment vous allez faire là aussi? Alors ça, il n'y a pas besoin de la financer, hein, parce qu'en réalité, s'ils descendaient un tout petit peu sur le terrain et s'ils venaient ici, à 58 ans, les gens ils sont déjà tous au chômage. On est bien d'accord. D'accord. Donc c'est pas la peine. C'est juste prendre dans la bonne caisse. Là, ils font payer à la Sécu. J'ai même des exemples plus récents. Complètement. Donc elle y est déjà de fait, mais simplement, du coup, c'est la sécurité sociale qui paye ou c'est l'assurance chômage, alors que du coup, ce sera la solidarité de retraite. Mais enfin là, faut vraiment qu'ils redescendent sur terre, hein, c'est tout. Là, je dis très bonne réponse. On a parlé de beaucoup de sujets généraux. On va revenir un peu sur le terrain de la première. On était tous à peu près persuadés il y a quelques semaines que le candidat naturel, pas légitime, parce que vous avez dit que c'était pas le bon mot, naturel serait Pierrick Courbon. Et finalement, on se retrouve dans cette circonscription avec deux candidats qui vont s'affronter. Comment vous expliquez ça et comment ça se passe et comment vous le vivez, tout simplement? Oui, alors on ne s'affronte pas, hein, parce que démocratiquement, on se présente ensemble. C'est un combat d'idées, voilà, c'est pas de la boxe. Non, exactement, exactement. Mais écoutez, nous on est dans l'Union, d'accord, et le Parti Socialiste est dans l'Union, et les écologistes sont dans l'Union, et etc., etc., d'accord. Il se trouve qu'il y a un assistant parlementaire dont vous parlez. J'ai parlé de personne, moi. Mais si vous avez dit Pierrick Courbon, un assistant parlementaire qui s'est préparé de son côté, il voulait être le représentant de cette union. D'autant plus qu'il avait parrainé Jean-Luc Mélenchon, donc ça, sur le terrain, ça fait bizarre. Il a fait ce travail-là, mais si vous voulez, ce qui est pour nous une évidence, c'est que quand on se prépare, c'est comme un entretien d'embauche, on se prépare, on est peut-être au top, ça fait peut-être des années qu'on se prépare à cet entretien, si on n'est pas pris, c'est pas grave. Hein, on a tous demandé des fois des postes, des petits boulots, et on n'a pas été pris. Donc nous, ce qui nous dérange un petit peu, mais encore une fois, il y a 11 candidats sur la première circonscription, hein, donc pas de souci pour que tout le monde se présente. Ce qui est un peu dommage, c'est cette idée que on se pressent qu'on est pris, on n'est pas pris, et ben c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà, hein, on le vit tous les jours, nous. Là, c'est pas... Voilà, l'Union a décidé que la Circo... Est-ce que ça veut dire pour l'électeur que vous allez défendre les mêmes idées? Alors ça, j'ai pas encore vu son programme, parce qu'il s'est présenté, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu le programme.
Ça ne saurait tarder, hein, moi je pense qu'il va le présenter bientôt. Mais si son programme est exactement celui de la NUP, alors là je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre que sa propre envie d'avoir un poste. Si le programme est différent, eh bien on fera comme avec les autres candidats, on fera des débats politiques et on se demandera pourquoi tu veux la retraite à 65 et nous à 60, pourquoi... Voilà, hein, mais encore une fois, on n'a rien contre la démocratie. Est-ce qu'on peut aussi vous dire que la problématique pour des candidats de gauche, tous les deux, c'est que vous risquez de perdre tous les deux et de faire gagner qu'un bataillon? Non mais nous on va pas perdre, nous on va gagner, on représente l'Union, on a 4 partis derrière nous. On a 4 partis. Vous avez vu, enfin, on m'a déjà appelé en me disant que c'était bidon, mais il y a un sondage qui est sorti hier sur la première circonscription. Vous en avez pris connaissance ou pas? Alors, je l'ai vu rapidement, mais pas dans les médias, parce qu'ils ne peuvent pas le reprendre. Il n'est pas, on va dire, dans les cadres. Il y a 800 et quelques personnes qui ont été... voilà, mais il y a une surreprésentation des sympathisants. Vous savez, un sondage, c'est très compliqué, hein, ça coûte très cher aussi. Donc, les sondages, c'est comme les promesses, hein, comme on dit, hein, ça n'engage que ceux qui... Oui, et puis il y a des règles, il faut tout mettre pareil, tout le monde au même niveau, avec tous les mêmes informations. Donc voilà, il a fait un sondage... pour lui. Après, ce que ça donne, c'est un sondage parisien, hein, c'est pas un sondage. Non, mais c'est pas un sondage commandé par le candidat. Hein. C'est commandé par qui? C'est pas commandé par lui en tout cas. Ah bon? Ah non, c'est le même institut. Vous savez qui l'a commandé? Ah, c'est pas moi. Par contre, j'ai pas toutes les infos. D'accord. Alors peut-être d'abord savoir qui l'a commandé et ensuite. Moi, je l'ai reçu dans ma boîte mail. On nous a dit, voilà, moi je pense qu'il faut un peu de sérieux là-dedans et si les médias le reprennent pas. C'est qu'il y a certainement des analyses qui sont faites. Après, je voudrais juste vous dire, même si on prend les résultats du sondage, même si, comme vous dites, les sondages, il y en a plein, mais même si on prend ces résultats, on a 5%, 5 points, parce qu'on ne parle pas comme ça, mais 5 points d'écart, alors que le sondage a été fait la semaine dernière. La campagne n'est pas encore commencée. D'accord? Officiellement, elle n'avait pas commencé encore quand ce sondage a été fait. Donc, 5 points d'écart, c'est la marge d'erreur de tout sondage. Donc, moi, j'allais dire... Ça aurait été mieux, bien sûr, qu'on soit ensemble. Voilà ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, vous avez sorti la machine à perdre. Ça. Mais si vous voulez, nous sommes investis, nous déclarons en premier. Qu'est-ce que je peux vous dire si quelqu'un se déclare après? Bien sûr, j'aurais aimé qu'ils viennent vers nous. Mais d'ailleurs, on a travaillé, on l'a appelé, bien sûr, on a cherché l'union, d'accord? On a cherché l'union avec le Parti communiste, les Verts, vous voyez, des fois, on n'est pas toujours d'accord. Donc bien sûr qu'on l'a cherché, cette union. Après, maintenant, on y va et comme je vous dis, il y en a 11 en tout sur la première circonscription. Donc on va regarder les programmes et les électeurs vont choisir. C'est pas le record, il y en a 14 je crois dans la troisième. C'est vrai, il y en a de 9 à 14. Vous avez raison sur la loi. Donc vous êtes dans les starting blocks et vous êtes prêts à affronter l'adversité pour gagner cette élection et pour être député. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, sauf que j'y vais pas pour gagner l'élection, j'y vais pour changer vraiment l'état de la France en ce moment. Et il y a urgence. On n'a pas parlé climat, mais il y a une urgence climatique. On a encore le temps. Une urgence, ouais, c'est important. Hein. Il y a une urgence climatique et il y a une urgence sociale. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, d'accord? C'est les deux grandes urgences-là. Donc les élections, ça fait partie de ce qu'on veut gagner là maintenant. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est surtout changer les choses. C'est quand même la porte d'entrée, l'élection, hein, on est Et d'accord. oui, et donc on va voir en ce moment beaucoup d'associations, beaucoup de groupements d'associations, puisque maintenant, pour être plus fort, tout le monde se regroupe. Comme je vous ai dit, le pacte du pouvoir de vivre, mais il y a d'autres réunions comme ça, d'autres collectifs. On y va et on veut proposer des choses. Et on prend des engagements, quand on sera élu, réguliers, pour rendre compte. Parce que je vous rappelle que le but aussi de cette union, c'est de changer et de faire la 6e République. Et donc de rendre des comptes aux Français. On ne prend pas un poste, d'accord? C'est pas parce qu'on veut être parlementaire, c'est pas ça du tout. Hein, et on veut changer des choses et on doit sur le terrain rapporter les victoires qu'on va gagner à chaque fois qu'on en gagne. Donc si j'ai bien compris, sans être provocateur, d'après ce que j'ai vu, les sondages donnent quand même une large majorité au président qui a gagné. Vous pensez que votre union NUPS va être majoritaire à l'Assemblée? Je suis pas... Même si les sondages sont bidons. Je ne suis pas moi-même un institut de sondage, mais je sais qu'il faut absolument qu'on aille le plus loin possible dans cette majorité à l'Assemblée. Parce que sinon, c'est encore 5 ans comme on vient de vivre, voire encore les 10 dernières années, puisque M. Macron était déjà dans un ministère. Donc encore 5 ans comme ça, c'est grave. C'est grave pour nous.
Et quand je dis nous, c'est nous aussi. Je travaille. Yanis, il travaille. C'est grave pour nous demain. C'est pas grave pour, comme ils disent, hein, c'est pas les gens. Non, 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 non. C'est grave pour nous tous, là. Donc oui, il faut qu'on en ait le plus possible. Et M. Macron... Il faut avoir la plus grande majorité. La plus grande majorité possible. On a pu voir que, depuis que Mme Borne a été élue Premier ministre, les grands ministères, ils sont restés aux mêmes personnes. Donc la politique, elle va continuer sur ça. Oui, mais là, c'est juste... Elle va continuer sur ça. C'est juste de la transition. Tant qu'il n'y a pas l'Assemblée, il n'y a pas un vrai gouvernement. Mais quand même, il faut bien dire que M. Emmanuel Macron n'a pas changé les grands ministères. Celui de l'Intérieur, celui de l'économie. Donc, on sait sur quelle ligne il va aller. Je vais vous dire la vérité, j'attendais un coup de téléphone et je ne l'ai pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu? Je pensais être ministre du temps libre, mais non, je l'ai pas. En tout cas, il faut une très très grande majorité et il faut expliquer à tout le monde que si on a une très grande majorité à l'Assemblée nationale, M. Mélenchon peut devenir Premier ministre. Si on a une belle majorité, une grande majorité, on peut faire des référendums, on peut proposer des référendums, on peut proposer des motions de censure. Et ça, il faut l'expliquer. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, ne le savent pas. Pour eux, Emmanuel Macron a tous les pouvoirs. Non. Le 19 juin, on peut avoir une très grande majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut l'expliquer. Puisqu'on est dans le côté technique, qu'est-ce que vous faites justement pour dire à tous ces gens, jeunes, vieux, démotivés, qu'il faut aller voter le 12 et le 19 juin, parce que je pense que le grand gagnant le 12 et le 19 juin, ça va être l'abstention. Donc qu'est-ce que vous faites pour aller mobiliser les gens qui râlent et qui ne vont jamais voter? C'est de prendre leurs responsabilités. On l'a vu pendant les élections présidentielles quand même. Parce que je vais revenir sur les quartiers populaires, j'ai jamais vu une file d'attente devant un bureau de vote. J'en ai vu à la télé, oui. Souvent les États-Unis. Les présidentielles souvent. Mais moi je vous parle des quartiers populaires. Vous savez, dans les quartiers populaires à Moreno... J'habite à Terre-Noire, donc je ne sais pas si vous le classez dans un quartier populaire. Bien sûr, voilà, bien sûr. Crédroc aussi. Donc on peut voir qu'on a vu énormément de jeunes se déplacer et voter. Beaucoup de jeunes se sont déplacés, ont voté, ont voulu un changement. Aujourd'hui, certes, il était pour le deuxième tour, certes, on a perdu l'espoir, mais maintenant l'espoir, il faut le reprendre. Parce qu'il y a une possibilité de prendre la majorité. Voilà. Et beaucoup de jeunes, quand on leur pose la question, ils ne savent pas que M. Mélenchon peut devenir Premier ministre avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut l'expliquer à cette jeunesse. Vous savez, j'ai parlé avec des jeunes, des retraités, des gens qui sont en situation d'isolement, mais extrême. Ils attendent cette assemblée qu'elle passe à la NUPS. Ils l'attendent. Vous avez vu les instituts de sondage, vous avez parlé des instituts de sondage. Vous avez très très bien vu que combien de pourcents de Français veulent qu'Emmanuel Macron n'a pas tous les pouvoirs en France. Combien de majorité de Français veulent... Moi, je connais la Constitution, donc j'ai pas de souci, mais il faudrait l'expliquer aux gens. Voilà, exactement. Voilà, mais il faut l'expliquer aux gens. C'est possible. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et dans ces gens qui sont inscrits, il y a énormément de gens qui ne vont pas voter. Ce qui fait que vous avez quoi, 20 ou 30% de la population française qui s'exprime. Oui, c'est exactement ça. Et on l'explique, mais c'est pas d'hier qu'on l'explique aux gens. Juste, je suis d'accord avec vous, quand on a à peu près, voilà, quand on a 50 ans comme moi, on a voté tellement de fois contre notre cœur. Tellement de fois. Je veux dire, à un moment, est-ce que c'est possible de se dire, je vais voter pour quelque chose qui me tient à cœur? Bien là, l'Union populaire, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ben là, voilà, des gens du PC, des gens du PS, des gens de la France Insoumise, des gens qui disent, là, je peux voter pour quelque chose auquel je crois. Parce que les premiers tours, d'accord, mais c'est le second tour qu'il faut qu'on ait. Et vous avez raison, hein, il y a de l'abstention. Mais c'est pas la faute des gens s'il y a de l'abstention. C'est pas la faute de moi ou de vous ou d'une espèce de désinvestissement. Parce que les gens sont très politisés. On est en France, d'accord? On y croit, tout ça. Mais sauf que on a voté Chirac, d'accord? Vous avez voté Chirac. Ouais, non. Quand je dis on, c'est la majorité des Français, 82% quand même, hein, on ne peut pas revenir là-dessus. C'était une autre époque. Une autre époque, voilà. Mais sauf qu'on a encaissé beaucoup de choses. On dévoie la démocratie, hein, vraiment, elle est dévoyée dans beaucoup de sens. Et du coup, par exemple, depuis Nicolas Sarkozy, qu'on descende dans la rue ou pas, ça n'influe pas, il n'y a plus de dialogue social. Il n'y a plus. La faute aux syndicats. Donc on descend, la faute aux syndicats, mais les syndicats n'ont plus de représentation paritaire. Dans l'éducation, par exemple, vous le disiez. Mais vous avez raison, il faut changer le système parce que le système est fini. Exactement. Mais après, ce système nous a vraiment démobilisés. C'est compliqué. Et donc expliquer aux jeunes qu'il faut voter une dernière fois pour ce système pour pouvoir le changer. Moi, je pense que c'est ça qui peut porter. Mais c'est difficile. Je dirais l'améliorer, non, plutôt que le changer. Oui. Parce que quand on va à l'étranger, on se dit que c'est quand même pas mal en France. Comment ça se passe?
Oui, oui, on parle d'une élection en France hein, pour l'instant, mais c'est vrai qu'au niveau européen, s'il y a des élections européennes voilà, bientôt, hein, on va reparler de ça aussi. Comment on fait pour améliorer? Le mot est intéressant aussi. Pour terminer, concrètement, sur le terrain, vous allez faire quoi? Vous allez faire les marchés, vous allez faire un meeting, comment ça va se passer là? Est-ce qu'il y a des gens importants qui vont venir vous soutenir? J'ai appris qu'il y a monsieur... Alors, on va diffuser l'interview et ça sera trop tard, mais je sais que ce vendredi, il y a monsieur le maire qui vient soutenir les candidats d'En Marche. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vous donner un coup de main? Comment ça va se passer concrètement sur le terrain pour votre campagne? Oui, bien sûr, il va y avoir des gens qui vont venir nous soutenir, ça c'est sûr. On va sur les marchés de toute façon. Nous avons des militants, justement, c'est ça qui est super. On a 4 partis. Donc on a des militants très différents. Il y en a qui aiment bien les marchés, il y en a qui aiment bien le porte-à-porte, il y en a qui aiment bien les réunions publiques avec un thème par exemple très écologique. Hein, ça peut être, voilà. On a des militants aussi du PC qui sont proches des travailleurs, des grèves en ce moment. Donc voilà, on couvre, mais encore une fois, hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait campagne. Quand on est des militants et des travailleurs, ça fait depuis tout le temps dans nos associations respectives qu'on fait ça. On fait selon ce qu'on aime faire, parce qu'il ne s'agit pas de changer qui on est pour gagner quelque chose. On continue à être la même chose qu'on est avant, et on veut porter cet espoir à l'Assemblée. Est-ce que, vous n'êtes pas divin, mais est-ce que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, même s'il y a très peu d'élections qui sont en approche, est-ce que c'est une union qui peut durer ou c'est juste pour cette élection-là? Alors, dans l'idée, cette union, elle est faite pour durer, mais pour conserver la couleur, l'âme de chaque parti. D'accord? Ça veut dire qu'on fait cette union, mais on ne se noie pas dedans. Vous êtes l'arc-en-ciel de la gauche, alors. Si je reprends, peut-être, en tout cas, on veut être l'embellie de la gauche. Si je reprends ma métaphore de tout à l'heure, c'est comme dans un mariage. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Peut-être ça s'arrêtera un jour, ou peut-être ce sera pour toute la vie et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais, en tout cas, il faut commencer. Hein, parce que là, on a commencé. On a commencé concrètement. Il y a eu plus de 15 jours de travail au niveau national. Ensuite, il y a eu 15 jours au niveau local. D'accord ? Et maintenant, on la met en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque acte qu'on fait, chaque moment, comme hier soir, le petit goûter sur la place Jean Jaurès, chaque moment qu'on fait est de la construction de cette union. D'accord ? Et ça, c'est déjà gagné. Donc ça va forcément rester pour les prochaines élections. Notre manière de travailler ensemble, elle va forcément rester. Parce qu'on se rencontre, parce qu'on se parle, parce que, voilà, on l'a construit aujourd'hui. On ne la construit pas pour quelque chose demain. Je crois qu'on a fait le tour, on aurait pu parler encore de nombreuses heures. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter pour conclure? On aurait oublié quelque chose dans cette campagne qui s'annonce dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va gagner, ouais, d'accord? Il faut avoir de l'espoir, il faut rester la tête droite, il faut rester qui on est. Vous êtes les Verts, donc il faut gagner. Ça, c'est un clin d'œil au foot. Alors, oui. C'est super important. Vous avez raison, c'est le mot de la fin. On va gagner. On va se maintenir en Ligue 1. Et on va prendre aussi l'Assemblée nationale. Et on va changer la vie des gens. Très bien. Si on a réussi à se mettre tous d'accord, tous ces partis politiques d'accord, pour cette union, parce que la chose en commun, c'est le peuple, on va gagner. On va aussi se maintenir. Et on vous remercie beaucoup. Et comme je dis à tous les candidats, puisque j'essaie d'être à peu près neutre, même si on sait toujours à peu près où je suis, bonne chance à tous, et puis on n'a qu'une chose à dire finalement, c'est aller voter les 12 et le 19 juin prochain. Exactement. Oui, et merci beaucoup pour votre temps et pour la diffusion que vous ferez de nos idées, c'est très important. Merci à vous. Merci à vous. Merci.